Bonsoir infiniment. Merci de faire confiance à Faru TV. C'est l'heure de l'information, c'est l'heure du grand journal. D'abord les titres. Au Bénin, c'est un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines. L'on observe dans les équipements marchands une hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation. Dans cette édition de l'information, nous tenterons de comprendre les causes, mais également évaluer les mesures annoncées par le gouvernement pour tenter d'y remédier. Au Cameroun, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ici quelques temps sortira des fonds baptismaux le projet Sawa Beach. Il s'agit d'un projet qui avait été lancé en 2003. Projet qui vise à embellir le paysage urbain de la ville de Douala dans le cadre d'un accord cadre qui a été signé ce 4 mai 2022 entre la ville de Douala mais également le port autonome de Douala. Et puis en sport, rappelons simplement que la 12e journée des matchs de l'Elite One s'est donc définitivement achevée. 13 équipes se sont affrontées durant ces matchs allés pour un total de 15 buts réalisés. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Les développements, c'est dans un instant. C'est une mauvaise nouvelle qui nous provient de la Somalie. Des Chebabs lourdement armés ont attaqué une base militaire des forces de maintien de l'ordre mardi dernier. C'était à 160 km au nord de la capitale Mogadiscio. Cette attaque a d'ailleurs suscité le courroux du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki. Les précisions, c'est avec Bala. Beaucoup d'autres pays en Afrique, le panier de la ménagère béninoise peine à faire son plein depuis plusieurs mois déjà. À en croire le ministre d'État Abdoulaye Bio, présent autour d'un débat télévisé le 4 avril 2022, les causes sont à nuancer pour justifier la hausse des produits locaux et importés. Concernant les produits importés, l'autorité a avancé plusieurs raisons, notamment la cherté des hydrocarbures sur le plan mondial. Cela implique la cherté du transport et de la fabrication des produits. Le coronavirus, qui a bloqué le fonctionnement des usines, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et le décalage entre la demande et l'offre, justifiant la cherté des produits locaux. En plus des autres causes, le ministre a surtout mis l'accent sur l'incursion des pays voisins sur le marché national. Ainsi, les commerçants venant du Nigeria, du Burkina Faso et du Niger, qui ont connu une baisse des produits dans leur pays, comblent leur déficit en siphonnant les produits vivriers béninois. Une situation qui avait déjà pourtant été tablée par le Conseil des ministres en séance le mercredi 23 mars 2022, où diverses mesures avaient été prises pour améliorer les conditions de vie au Bénin. En effet, la réunion gouvernementale avait décidé de fixer les prix des denrées alimentaires pour une période de 3 mois. Le sac de 50 kg de farine de blé est vendu désormais à 20 000 francs suite à l'exonération de la TVA sur cette farine jadis vendue à 25 000 francs. Quant au sac de 50 kg de farine de blé local, il est passé de 23 500 francs à 19 915 francs CFA. Outre les prix des denrées alimentaires, le Conseil des ministres s'est aussi intéressé au prix des ciments. Jusqu'au 30 juin 2022, la tonne du ciment sera vendue dans l'Atlantique littoral à 75 000 francs CFA, donc 1 000 francs de moins dans l'Ouméa Plateau, c'est-à-dire à 74 000 francs CFA. Dans le Monokofo, la tonne a été cédée à 77 000 francs CFA. Le Conseil des ministres précise que les prix de sortie d'usine du ciment n'ont pas fait l'objet d'augmentation. Ces divers produits ont été évalués à plus de 80 milliards de francs CFA pour soutenir le pouvoir d'achat des populations qui avaient été informées par le gouvernement. Vous l'avez certainement constaté, il s'agissait d'un reportage sur la flambée des prix des denrées alimentaires de grande consommation au Bénin qui impacte sur le pouvoir d'achat des Béninois et inquiète désormais des personnes économiquement vulnérables. À ce sujet, je vous propose d'écouter cette réaction de Souleymane Hamza, qui est analyste et géostratège, sur les causes de cette flambée des denrées alimentaires de grande consommation au Bénin. La problématique tourne autour de 2 points essentiels que je voudrais partager avec vous, à savoir
le consommer local et ce qui consomme à l'occidental. Quand je dis à l'occidental, je vous parle de tout ce qui est importé. Si vous allez sur le marché local, que vous procurez des denrées, n'est-ce pas, de première nécessité, il est normal que les prix ne soient pas comparables à quelqu'un qui va dans un supermarché acheter soit une boîte de caviar, du foie gras, ou je ne sais pas quelle autre denrée de première nécessité qui lui viennent en majorité, n'est-ce pas, de l'Occident. Je voudrais faire ce comparatif. Pourquoi? Parce qu'il y a une marge énorme entre les deux modes de consommation. Et cela devait faire partie d'une analyse gouvernementale, n'est-ce pas, qui puisse axer, n'est-ce pas, le point sur le consommé local. Je ne sais pas si le gouvernement, en particulier celui de mon pays, le fait. Je me pose la question. Je voudrais prendre un troisième point, n'est-ce pas, qui concerne la hausse des salaires. Je constate que le gouvernement béninois essaye de rehausser le SMIC, n'est-ce pas, de 40 à 52 000 francs. Je me demande avec ces 30% pour avoir calculé, qu'est-ce que cela pourrait changer dans la vie de quelqu'un qui gagne 40 000 francs. Déjà avec 40 000 francs, vous ne faites pas le plein Cotonou-Porto-Novo 2 fois. Je suis étonné, n'est-ce pas, de constater aussi que depuis la réélection du président Patrice Talon à la tête de notre pays, qu'on nous parle du hautement social, un hautement social qui peine à montrer ses ongles. Le peuple béninois vit des moments extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Le panier de la ménagère en souffre, en partie aussi du fait que depuis 7 ans, les salaires n'ont pas été rehaussés. Et je pense que même sur cet indice de rehaussement des salaires qui a été proposé tout dernièrement au syndicat, il va falloir que les travailleurs, en particulier de l'administration, puissent attendre, n'est-ce pas, jusqu'entre septembre et décembre. Et on en vient maintenant à cette nouvelle incursion des Chebab. Lourdement armés mardi dernier, ils ont attaqué une base militaire des forces de maintien de l'ordre située à 160 km au nord de la capitale Mogadiscio. L'attaque a d'ailleurs été perpétrée peu après l'aube. Cette attaque a d'ailleurs suscité la colère du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, comme nous le révèle ce reportage de Mbala. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a réagi à l'attaque qu'il a condamnée le mardi 3 mai 2022 par les combattants du groupe Al-Shabaab contre une base burundaise de la mission de la transition de l'Union africaine en Somalie, dans la région du Moyen Shabelle, au sud-ouest de Mogadiscio. Attaque qu'il a condamnée par communiqué diffusé mardi soir. Sans préciser le nombre des victimes, Moussa Faki Mahamat a rendu en hommage aux casques bleus burundais qui ont perdu la vie en aidant à ramener la paix et la stabilité en Somalie. En outre, le président de la Commission de l'Union africaine a lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle renforce son soutien aux services de sécurité somaliennes et relever les défis sécuritaires en Somalie. Avec près de 500 000 hommes, le Burundi est le deuxième pays contributeur aux troupes de ATMIS, dont les effectifs représentent près de 20 000 militaires, policiers et civils issus des pays africains. La mission de la transition de l'Union africaine en Somalie a fortement remplacé la force de maintien de la paix africaine en Somalie avec un mandat prolongé fin mars dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection d'Al-Shabaab. On rappelle, l'attaque de mardi intervient moins d'une semaine après la désignation au Parlement des présidents des deux chambres, une étape clé ouvrant la voie d'élection du président de la Somalie. Les partenaires internationaux ont fait part de leur inquiétude au sujet des délais dans le processus électoral qui, selon eux, distrait le gouvernement du combat contre les Shabab ou encore des risques de famine dans le pays.
En page nationale, c'était un projet qui avait été engagé en 2003 et qui verra finalement le jour. Le projet Sawa Beach dans sa phase 1. D'ailleurs, à ce sujet, un accord cadre entre la mairie de ville et le port autonome de Douala a été signé le 4 mai 2022 dans la ville éponyme. Les détails avec vous, Noah. C'est officiel, le projet Sawa Beach New Bona Priso phase 1 verra finalement le jour. Ceci fait suite à la signature d'un accord cadre ce 4 mai 2022 entre la mairie de Douala et le port autonome éponyme. Tout part lorsqu'en 1983, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Douala élaboré avait proposé l'urbanisation de la partie sud de la ville. Cette proposition a connu une première matérialisation en 2003 à l'initiative de la communauté urbaine de Douala par une déclaration d'utilité publique des travaux 6 au lieu d'Iyupoué et Bois des Sanges dans l'arrondissement de Douala 2e appelé projet Sawa Beach. Il était question ici de faire surgir d'une mangrove insalubre une ville nouvelle où il fait bon vivre. Il s'agit d'un partenariat de longue durée, un partenariat structurant entre la ville et son poumon économique qu'est le port. Il y a beaucoup de choses qui pourraient entrer dedans. Aujourd'hui, nous commençons par le projet Sawa Beach, qui est une étape majeure dans la transformation de la ville de Douala en une métropole moderne tournée vers l'avenir, comme l'avait prescrit le chef de l'État. C'est une nouvelle ville que nous sommes en train de mettre en chantier et qui va transformer radicalement le visage de Douala. Le dit accord cadre ne pouvait mieux tomber quand on sait les impacts que font subir le port sur la ville et vice-versa. L'interaction ville-port est une interaction qui est consubstantielle à l'activité des uns et des autres. La caractéristique du port de Douala est qu'il s'agit d'un port qui est dans une ville et les activités du port impactent sur la ville autant que les activités de la ville impactent sur le port. Et donc il était indispensable et nécessaire et même vital que les deux structures s'asseyent pour examiner ensemble de la meilleure façon de développer des synergies positives pour que, comme l'a souligné M. le maire, que tout ce qui est fait contribue à la compétitivité à la fois de la ville et du port. Souvenons-nous que pour y arriver, lors de la campagne électorale pour la présidentielle 2004, le président de la République candidat promettait de veiller à sa réalisation. En 2007, le Premier ministre prescrit au ministre du Développement urbain et de l'Habitat d'organiser des consultations interministérielles en vue de la mise en œuvre du dit projet, ce qui aboutira à un comité interministériel présidé par le MINDU qui sera mis sur pied pour faisabilité, de l'élaboration en 2012 du plan directeur d'urbanisme de la ville, le schéma directeur de développement du port autonome de Douala approuvé en novembre 2019 et en 2020, la CUD et le PAD, sous instruction du MINDU, se sont donc mis ensemble afin d'y voir clair. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, a célébré ce 4 mai 2022 la journée internationale des sapeurs-pompiers. L'occasion pour la rédaction de For You TV de faire une piqûre de rappel, mais également une immersion au sein des activités de ces soldats du feu. Moutou. Le 4 janvier 1999, 5 pompiers périssent dans un feu de forêt en Australie. C'est le début d'une prise de conscience du rôle de ces soldats du feu en Australie et ailleurs. La journée du 4 mai est choisie pour rendre hommage aux pompiers. Ces soldats combattent contre l'ennemi commun, les incendies. Pour les pompiers, cette journée marque un hommage à ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour la réussite des missions. Nous avons des missions de lutte contre les incendies, les missions de lutte contre les calamités et leurs séquelles. Nos missions sont également des missions de secours aux personnes et biens en péril, les missions de sauvegarde des biens, les missions de participation à la gestion des catastrophes et les missions de participation aux études et actions préventives. Malgré qu'ils se battent pour sauver des vies, ces derniers font face à une panoplie de difficultés. Il y a un manque criard des bouches et poteaux d'incendie dans la ville de Douala. Je peux dire la couverture, c'est à peine 1%. Ça, c'est la première difficulté, manque d'hydrant dans la ville de Douala. En seconde difficulté, c'est la perturbation même des lignes d'appel 118
les sapeurs-pompiers sont appelés à être alertés lorsqu'il y a une situation d'urgence par le biais de la ligne 118. Mais il s'avère que cette ligne, comme c'est une ligne qui est gratuite, c'est vrai qu'au-delà de notre ligne qui est gratuite, nos interventions également sont gratuites. Donc cette ligne qui s'avère gratuite est également utilisée abusivement. Et conseil à donner à la population, c'est qu'encombrer les lignes 118 peut coûter fatalement à la société. Face à la saison des pluies qui s'annonce dans la ville, il sera important pour les habitants de Douala d'éviter des dégâts liés aux inondations. D'être conscient d'abord du risque d'inondation qu'il y a dans cette ville. Une fois qu'on a pris cette conscience, c'est le premier pas. Et en second, c'est de ne pas rester dans des zones inondables. Ensuite, c'est de vérifier les installations électriques. Vous savez que l'eau et l'électricité ne font pas du bon ménage. Ceci afin d'éviter les risques d'électrocution, afin d'éviter les risques d'incendie. Le sapeur-pompier est donc mis en avant ce jour afin de valoriser le métier de pompier. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, qu'accompagnait le ministre de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abina-Ondoa, ainsi que plusieurs élus locaux, ont procédé à l'inauguration de la maison baptisée la Maison Chantal Biya de la jeune fille. Il s'agit d'un édifice qui vise surtout à former les jeunes filles à plusieurs métiers, comme le confirme ce reportage de Koumabité. C'est à la faveur de la solidarité gouvernementale que le ministre de la décentralisation et du développement durable et son homologue, le ministre de la promotion de la femme et de la famille, accompagné des élites de la région du littoral, ont pris part à l'inauguration de la maison de la jeune fille ce 4 mai 2022 dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Un édifice construit pour encadrer la jeune fille tout au long de sa vie familiale et socio-professionnelle. Du chef de l'État, je vous engage également à faire un usage plus affirmé et plus effectif du dynamisme de vos populations grâce à la participation citoyenne. À cet égard, la maison de la jeune fille de New Bell, Chantal Biya, doit également être un cadre de participation de la jeune fille à la gestion de votre municipalité. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chers apprenants, jusqu'ici, les cérémonies d'inauguration auxquelles nous étions habitués étaient celles des hôtels de ville, des ouvrages marchands et d'autres ouvrages destinés à fournir de l'eau et de l'électricité aux populations et bien d'autres services de base. Il s'agissait là, incontestablement, d'ouvrages dont l'utilité n'est plus à démontrer pour les populations en ce qu'ils participent de l'amélioration des conditions de travail et de vie des bénéficiaires. Au cours de cette visite de travail, le ministre de la décentralisation et du développement local a invité les édiles du Cameroun à plus d'inauguration et plus de créativité afin d'adopter les solutions concrètes aux problèmes de leur population. Les observateurs du secteur de la décentralisation étaient cependant loin de s'imaginer que la fonction professionnelle constituait une préoccupation susceptible d'être prise en charge aussi efficacement par les collectivités territoriales décentralisées. C'est pourtant sur le fondement de notre Constitution et de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui transfère à ces entités les compétences en matière de formation professionnelle que la commune d'arrondissement de Douala 2e a saisi l'opportunité qui lui a été offerte. Baptisé Maison de la jeune fille Chantal Biya, un ouvrage financé par le FEICOM à plus de 460 millions de francs CFA qui entre en adéquation parfaite avec le point 5 des objectifs du développement durable qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes. En culture, elle devrait être en tournée dans les tout prochains jours sous le ciel européen. Grâce des cas icônes de la musique camerounaise et africaine, a pourtant reçu une note
signé des éléments de la brigade anti-Sardina, un mouvement d'activistes hostile au régime de Yaoundé. Note qui a d'ailleurs suscité la colère de la communauté Sawa qui annonce plusieurs mesures selon Fotso. Alors que l'on s'achemine peu à peu vers la célébration de la fête nationale de l'unité, le vivre ensemble semble avoir foutu le camp au Cameroun. Dans une note datant du 30 avril 2022, adressée à l'artiste Grace Deka, la brigade anti-Sardina, conjointement avec les Bobitanap, les Amazones et les Sisidi, ont décidé de boycotter les prestations artistiques de cette dernière sur le sol européen. Pour cause, son indifférence sur la situation qui prévaut actuellement au nord et au sud-ouest, ses multiples prestations en soutien au régime en place. En réponse à cet appel au boycott, la communauté Sawa de Douala, d'Europe, dans un communiqué fait savoir que si ce groupuscule de désœuvrés en Europe dont les signataires sont originaires de la région de l'Ouest arrivait à mettre le Bénas en exécution de quelque façon que ce soit, de près ou de loin, les conséquences dont les cantons Sawa de Douala au Cameroun seront sans appel et mettront ainsi en mal la cohésion sociale que ces derniers supportent malgré eux dans leur contrée. De ce qui précède, force à de constater que le vivre ensemble tant prôné par nos dirigeants se dégrade chaque jour un peu plus. Pour rappel, plusieurs artistes camerounais ont déjà eu à faire face aux affres de la brigade anti-Sardina sur le continent européen, notamment Coco Ajanté, Lady Ponce, Nathalie Koa, Valsero et plus récemment Steve Fa. En transition, l'actualité sportive de cette édition, les vidéos sont tombées sur les matchs allés de la 12e journée des championnats. 13 équipes se sont affrontées pour un total de 15 buts enregistrés. Paix pour les détails. Une 12e journée dans la poule A en guise de clôture de la première partie du championnat national Elite One. Au stade de Ngwaekele, le match opposant le Canon de Yaoundé au Racing Club de Bafoussam a tourné en la faveur des poulains du coach Minkreo Birwe en dépit de la belle prestation du tout-puissant de l'Ouest. Les Verts et Rouges se sont imposés grâce à l'attaquant Alfred Meillon qui a ouvert le score à la 34e minute avant de délivrer une passe décisive à Philippe Sama qui offre la victoire au Pakoum en marquant le deuxième but à la 63e minute. Avec cette 7e victoire en 11 matchs, le Canon sportif de Yaoundé pointe à la 3e position avec 22 points, à 4 points du leader Astre de Douala, exempt de cette 12e journée. 5e au classement avec 18 points, les Noirs-Blancs du Tonnerre Kalara Club enregistrent leur première victoire de la saison, ayant perdu 3 points à cause de leur refus de disputer le match contre Union de Douala. Au stade annexe de la réunification, APDS de Fou a été plus fort que l'Union sportive de Douala en inscrivant 2 buts. Un résultat qui permet au club de Fou de conserver sa 2e place au classement avec 23 points. De son côté, la Panthère sportive d'Undé, classée 11e avec 11 points, a triomphé de AS Fortuna sur un score de 2 buts à 1. À la 4e position, Fauve Azur de Yaoundé prend le dessus sur Colombe du Sud, 1 but à 0. Tico FC domine en maître contre Stade Renard de Mélan, 3 buts contre 1, et occupe désormais la 7e place avec 17 points. Au total, 15 buts ont été inscrits en 6 matchs, soit un ratio de plus de 2 buts par match. À la suite de cette phase allée du championnat Elite One pour la saison 2021-2022, intéressons-nous à présent à quelques observations qui ont été faites par notre reporter Nguéné et qui auraient marqué durablement cette compétition. Il s'agit des problèmes de salaire, mais également des querelles de leadership. Regardez. Battu sur tapis vert à l'occasion de la première journée du championnat Elite One, le Tonnerre de Yaoundé a été le premier club à s'illustrer par des batailles de leadership. 2 camps se sont créés, dont un dirigé par Achille Essombabadi et l'autre par Firmin Itundi, tous deux revendiquant la présidence du club. Une situation qui a largement impacté sur les résultats du club de Vocada, qui pointe à une malheureuse 13e place avec seulement 3 petits points pris sur 33 possibles.
Juste devant le Tonnerre au classement, le Racine Bafoussam, 12e, est également embourbé dans une interminable crise, celle du non-paiement des salaires des joueurs. Entre protestations et manque de résultats, le bouc émissaire est trouvé au sein du TPO, Bernard Fotso limogé, à l'issue de la 6e journée. Cette scabreuse affaire de non-paiement des salaires a également frappé New Star de Douala, les joueurs allant même jusqu'à boycotter la rencontre face à UMS de Loma, suscitant au passage la colère du président Faustin Domke. Cette crise salariale a poussé le syndicat national des footballeurs camerounais à publier une liste exhaustive dans laquelle seul Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Milan font office de bons payeurs. Cette première partie du championnat, c'est aussi le passage éclair de Yves Clément Aroga sur le banc de touche de Diko FC de Banjoun ou encore le démarrage tardif de Coton Sport de Garoua qui désormais respire mieux grâce à une 3e place au classement. Dans les différentes sous-poules, les Astres de Douala et Ding Sport de la Léquier peuvent se targuer d'être jusqu'ici leaders en attendant le démarrage de la manche retour qui s'annonce particulièrement palpitant. Et c'était cette information sportive qui nous permet de mettre un terme à cette édition du Grand Journal ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre bien aimable attention. Restez sur les programmes de Port-You TV qui se poursuivent. Le meilleur est à venir. Bonsoir. Du lundi au vendredi,